Dans cette séquence vidéo, donc on va essayer de terminer les exercices qui restent dans la première série, la série concernant les mémoires et le microprocesseur. Alors l'exercice 6, donc pour un microprocesseur de fréquence 2,5 GHz, bien sûr avec 1 GHz c'est 10 à la puissance 9 Hz, la phase de recherche, la phase de décodage et la phase d'exécution, ils ont besoin de 2 périodes d'horloge chacune. Calculer la durée d'un cycle machine. Alors, donc, un petit rappel sur les données de cet exercice. Donc, on parle ici de phase de recherche, décodage et d'exécution. Ce sont les 3 phases nécessaires pour l'exécution d'une instruction. On a déjà vu ça au niveau du cours. Une instruction au niveau du microprocesseur, donc, il passe par 3 étapes. La première étape, c'est la recherche de l'instruction à partir de la mémoire vers le bus de données. Deuxième étape, vers le registre d'instruction au niveau du microprocesseur. Deuxième étape, c'est le décodage de cette instruction, c'est-à-dire essayer d'interpréter le type de l'instruction. Troisième étape, l'exécution de l'instruction au niveau de l'unité arithmétique et logique. Et comme ça, donc le cycle d'une instruction, c'est-à-dire les étapes nécessaires pour l'exécution d'une instruction, ce sont 3. La recherche de l'instruction, le décodage de l'instruction et l'exécution de l'instruction. Deuxième notion ici, donc c'est la période de l'horloge. La période de l'horloge qui connote généralement le TH, c'est la période qui nous permet de calculer la fréquence du microprocesseur, parce que le microprocesseur, il est doté d'une horloge qui cadence le rythme du travail de ce microprocesseur. Et comme ça, donc la période de cette horloge, il est en relation directe avec la fréquence du microprocesseur. Et la relation, c'est que la fréquence du microprocesseur qui est le FH, donc on va essayer de noter ça. Donc la fréquence du microprocesseur, c'est l'inverse de la période, c'est 1 sur TH. Alors. Je vais bien sûr noter ça sur le cahier. Alors l'épaisseur, donc 3,4. Alors donc la fréquence, on a déjà vu ça. Donc la fréquence du microprocesseur qu'on note un FH, c'est 1 sur TH. 1 sur TH, c'est-à-dire l'inverse de la période de l'horloge du microprocesseur. Alors, la réponse pour cet exercice est la suivante. Donc, le temps de cycle, c'est-à-dire le temps nécessaire pour l'exécution d'une instruction, pour le cycle d'exécution d'une instruction. On a déjà dit que le cycle, il est composé de 3 étapes. Il est composé de la recherche, il est composé de décodage, la phase de décodage, et il est composé de la phase de l'exécution. Et comme ça, donc, le temps de cycle d'une instruction, c'est le temps nécessaire pour la phase de la recherche, plus le temps nécessaire pour la phase de décodage, plus le temps nécessaire pour la phase de l'exécution. Alors, donc, on a donné ici dans l'exercice que chaque phase, donc, il a besoin de 2 périodes d'horloge. Hein. Chaque phase, donc, il a besoin de 2 TH. Et comme ça, donc, on a 2 TH pour la recherche, 2 TH pour le décodage et 2 TH pour l'exécution. Donc, la somme de ces 3 phases, le temps de ces 3 phases, c'est 6 TH. Alors, bien sûr, le TH, le FH, c'est 2,5 GHz, donc 1 sur 2,5. Le giga, c'est 10 à la puissance 9 Hz. Et bien sûr, donc, le Hertz, donc ça, c'est une règle bien sûr générale, c'est la seconde de moins 1. Ou la seconde aussi, c'est le Hertz moins 1. C'est l'inverse du Hertz. D'après cette formule, la fréquence est l'inverse de la période. Donc, les unités, le Hertz, c'est seconde de moins 1, et la seconde aussi, c'est le Hertz moins 1. Donc, le Hertz, donc c'est bien sûr, donc ici 1 sur Hertz, c'est-à-dire Hertz moins 1, donc c'est la seconde. Donc, 1 sur 2,5, c'est 0,5, et 10 moins 9 secondes. 10 moins 9 secondes, c'est le nanoseconde. Alors, donc ça, c'est le TH. Et bien sûr, le T-cycle, c'est 6 TH. Donc, c'est le temps de cycle, c'est 6 fois 0,4 nanosecondes. Donc, si vous faites le calcul, donc c'est 2,4 nanosecondes. Alors, donc, ça, c'est la réponse pour cet exercice. Donc, c'est une simple application numérique pour ce qu'on a vu au niveau du cours. Alors, le dernier exercice de cette série, l'exercice 7. Alors, donc, on a un microprocesseur d'architecture RISC. On va rappeler bien sûr de cette architecture, ayant une fréquence de 20 MHz. Avec 1 MHz, c'est 10 à la puissance 6 Hz. Chaque instruction, donc, il nécessite au moyen 4 périodes d'horloge, c'est-à-dire le cycle d'instruction, le cycle nécessaire pour l'exécution d'une instruction, et il a besoin de 4 périodes d'horloge.
Première question, calculer la valeur de cette période, c'est-à-dire le T ou le T de H, et aussi donc la puissance de traitement du microprocesseur. La puissance de traitement, c'est le MIPS, millions d'instructions par seconde. Alors, donc, l'architecture RISC, si vous vous rappelez, donc, c'est une architecture qui est basée sur des instructions réduites, c'est-à-dire que le jeu d'instructions du microprocesseur, il est composé des instructions vraiment élémentaires, où chaque instruction, donc, il a besoin d'un seul cycle d'horloge, c'est-à-dire un seul cycle, c'est-à-dire une seule recherche, un seul décodage et une seule exécution. Donc, ça, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'instruction réduite. Et le risque, donc, il est bien sûr basé sur ce type d'instruction. Alors, ça ne donne bien sûr que le CPI, hein, qui bien sûr qu'on va l'utiliser pour le calcul de MIPS, parce que le MIPS, c'est quoi? C'est un FH, la fréquence divisée par le CPI. Et le CPI, c'est le cycle par instruction, c'est-à-dire le cycle d'horloge nécessaire pour l'instruction. Chaque instruction dans un risque, il a besoin d'un seul cycle d'horloge, c'est-à-dire que le CPI égale à 1. Donc, toujours si vous avez une architecture risque, automatiquement le CPI égale à 1. Alors, au début, donc, on a besoin de calculer le T, la période de l'horloge, et la période de l'horloge, donc, il se calcule en fonction de la fréquence, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, TH, c'est 1 sur FH, c'est 1 sur 20, 10 à la puissance moins 6, hein, parce que la fréquence est 20 MHz, 10 à la puissance 6 Hz. Voilà, donc, et si vous faites le calcul, vous allez trouver un 50 nanosecondes. On demande aussi la puissance de traitement qui est le MIPS. Le MIPS, c'est FH sur CPI. CPI, c'est 1 égale à 1 parce que c'est une architecture risque. Et comme ça, donc, le risque, c'est tout simplement le FH exprimé en mégahertz. Donc, ça, bien sûr, c'est une règle qu'il ne faut pas, bien sûr, oublier. C'est que toujours le MIPS, il se calcule en fonction de la fréquence avec une fréquence qui doit être exprimée en mégahertz, parce que le MIPS, donc, c'est en millions, et le million, c'est 10 à la puissance 6. Donc, la fréquence doit être aussi en millions, c'est-à-dire en mégahertz. Voilà, donc la fréquence est 20 MHz, donc le risque c'est 20. Et l'interprétation ou la lecture qu'on peut donner pour cette valeur, c'est que notre microprocesseur, il est capable d'exécuter 20 millions d'instructions par seconde. Voilà, donc on va passer à la question suivante, la question 2. La question 2, on désire exécuter un programme de 10 instructions élémentaires sur ce processeur ou microprocesseur. Calculer le temps d'exécution de ce programme dans les cas suivants. Alors, le premier cas, c'est que le microprocesseur a une architecture scalaire simple. Alors, scalaire simple, c'est-à-dire, Alors, scalaire simple, c'est que le microprocesseur, donc, il n'est pas pipeline ni superscalaire et que l'exécution, donc, il se fait d'une manière séquentielle. C'est-à-dire que le microprocesseur, il est capable d'exécuter une seule instruction à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver, bien sûr, dans chaque phase plus qu'une instruction au niveau du microprocesseur. Et comme ça, donc, le temps nécessaire pour l'exécution du programme, c'est 10 fois le temps nécessaire pour l'exécution d'une instruction. Donc, l'exécution, donc, il se fait d'une manière séquentielle. Et voilà, donc, lorsque la première instruction, donc, se termine au niveau de l'exécution, voilà, donc, on passe à l'exécution de la prochaine, ainsi de suite. Et comme ça, donc, le temps nécessaire pour l'exécution du programme, c'est 10 fois le temps nécessaire pour l'exécution d'une instruction. Alors, le temps d'exécution d'une instruction, donc, il est, bien sûr, on l'a déjà donné dans la première question. Le temps nécessaire pour l'exécution d'une instruction, c'est 4 périodes d'horloge. Hein. Chaque instruction, donc, il a besoin de 4 périodes d'horloge. Donc, le temps d'instruction, c'est 4 TH. Voilà, donc le temps d'exécution d'une instruction, c'est 4 TH. C'est 4 fois, le TH, on l'a déjà calculé, donc c'est 50 nanosecondes dans la question précédente. Le TH, voilà, donc le TH, c'est 50 nanosecondes. Et voilà, donc le temps de l'instruction, donc c'est 4 TH, c'est 4 fois 50, c'est 200 nanosecondes. Alors, le temps du programme, c'est 10 fois le temps d'une instruction, c'est 10 fois 200 nanosecondes, et c'est 2 microsecondes, c'est-à-dire 2 10-6 secondes. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour l'exécution de ce programme de 10 instructions élémentaires sur une architecture scalaire séquentielle qui n'est pas pipeline. Le petit p, maintenant le microprocesseur, donc il a une architecture pipeline à 4 phases. Pipeline à 4 phases, c'est-à-dire que le microprocesseur il est divisé en 4 étages. Et voilà, donc on a la possibilité d'avoir des instructions dans les différents étages.
Donc, on l'a déjà vu, bien sûr, au niveau du cours. Lorsque la première instruction, donc, il passe la phase de recherche vers le décodage, la phase de recherche il est libérée et le microprocesseur, il est capable d'accepter une nouvelle instruction, l'instruction 2, au niveau de décodage, ainsi de suite. Et comme ça, donc, après 4 phases ou 4 temps nécessaires pour l'exécution d'une phase, on peut trouver les 4 étages au niveau du microprocesseur remplis par les instructions. Alors, on a déjà vu cette formule aussi pour le calcul du temps nécessaire sur le microprocesseur pipeline, c'est que le temps nécessaire d'un programme de n instructions, le microprocesseur, il est K pipeline, c'est-à-dire qu'on a K étages. Voilà, donc la formule est la suivante, c'est que K plus n-1 fois le temps nécessaire de la phase. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour l'exécution de ce programme de n instructions. L'explication qu'on a donnée, c'est que la première instruction, il a besoin de K phase, le temps nécessaire pour K phase, et les autres instructions, les n-1 qui restent, c'est comme si chaque instruction, il a besoin d'une seule phase. C'est-à-dire qu'après chaque phase, on a la sortie bien sûr, d'une instruction du microprocesseur. Et comme ça, donc, le temps nécessaire de ce programme, c'est K plus n-1 fois le temps de la phase. Alors, on a dit que notre microprocesseur, il est pipeline à 4 phases, c'est-à-dire à 4 étages, et le K, donc, c'est égal à 4, pardon. Le nombre bien sûr, d'instructions, c'est 10. Alors, donc, notre formule, c'est ça, c'est 4 fois 10 moins 1. 4 fois 10 moins 1. Et le temps, bien sûr, de la phase, c'est le TH. Parce que, bien sûr, on a dit que chaque instruction, elle a besoin de 4 TH, et le pipeline, il est à 4 phases, c'est-à-dire que chaque phase, elle a besoin d'un TH. Voilà, donc T de phase, c'est TH, c'est 50 nanosecondes. Voilà, donc la formule est la suivante, c'est 4 plus 10 moins 1, K plus N moins 1, fois le T phase qui est le TH, fois 50 nanosecondes. Voilà, donc si vous faites le calcul, vous allez trouver un 0,65 microsecondes. Alors, bien sûr, si vous faites une petite comparaison, donc le temps sur un pipeline, donc il est plus petit que le temps sur un scalaire simple. Donc le 0,65, c'est plus petit que 2 microsecondes. Le petit C, la dernière question de cet exercice. Notre microprocesseur maintenant, donc il a une architecture superscalaire avec 2 unités de traitement et chaque unité, donc il est pipeline à 4 phases. Alors donc on a déjà parlé de cette architecture superscalaire, c'est comme si on a 2 microprocesseurs au lieu d'un seul microprocesseur. Et comme ça, donc le travail il est vraiment parallèle. Les instructions d'un programme, donc ils seront divisées sur le nombre d'unités de traitement qu'on a au niveau du microprocesseur. Et comme ça, donc le travail donc il se fait carrément d'une manière parallèle. C'est-à-dire que les n instructions sur ce processeur, on va les diviser d'une manière équitable, c'est-à-dire n sur 2 pour chaque unité de traitement. Et voilà, donc chaque unité, donc elle est pipeline, c'est-à-dire que c'est n sur 2, les n sur 2, ils seront bien sûr exécutés d'une manière pipeline avec K étages, et le K c'est 4. Donc la formule, on l'a déjà vu au niveau du cours, c'est que si on a un superscalaire avec 2 unités de traitement et notre microprocesseur il est K pipeline, c'est que la règle pour le calcul du temps nécessaire de ce programme de n instructions, c'est K plus n sur 2 moins 1. La première instruction, donc il a besoin de K étages, de K, phase, et les n sur 2 instructions moins 1 qui restent, donc chaque instruction, donc il a besoin d'un seul temps de la phase. Alors bien sûr, le temps de la phase, c'est la période de l'horloge, c'est TH, c'est-à-dire 50 nanosecondes. Voilà, donc on fait les calculs. Donc un K, c'est 4. N sur 2, N c'est 10, 10 sur 2, c'est 5, moins 1. Voilà, donc si vous faites le calcul, vous allez trouver un 0,4 nanosecondes. Et aussi, donc le 0,4, c'est plus petit que 0,65. Hein. Donc si vous faites le calcul, donc là, on remarque, donc ça c'est la conclusion qu'on peut tirer, c'est que le temps sur un superscalaire, c'est-à-dire le temps de petit c, il est plus petit que le temps sur un pipeline simple, petit p, c'est-à-dire un pipeline avec chaque microprocesseur, il est séquentiel, et bien sûr, il est plus petit que le temps sur un scalaire simple. Hein. Donc à chaque fois, donc, on a bien sûr plus d'unités de traitement, donc on est plus rapide au niveau de l'exécution. La même chose, donc lorsqu'on est en pipeline, c'est-à-dire que notre microprocesseur il est divisé en étages, on est plus rapide que lorsque le microprocesseur il est considéré comme un seul bloc et l'exécution donc il se fait d'une manière séquentielle.